Un médecin panique quand un patient décédé bouge pendant une greffe de rein, mais ce qu'il découvre ensuite le pousse à appeler la police. Au petit matin, l'hôpital civil de Chicago ressemble à un îlot de silence au milieu d'une ville endormie. L'air est lourd, imprégné d'une odeur de désinfectant mêlée à une légère odeur métallique provenant de la salle d'opération. Chaque pas résonne comme si tout le bâtiment respirait. L'horloge indique 3h30 du matin. Dehors, la ville ne se doute pas qu'à l'intérieur, une vie s'achève et que d'autres attendent de continuer. Le docteur Michael Carter enfile lentement sa blouse chirurgicale, ajustant le col et les poignets comme si chaque détail était une armure contre le poids de la responsabilité. Il prend une profonde inspiration avant d'enfiler ses gants. Son visage, fatigué par tant de nuits comme celle-ci, ne laisse transparaître aucune ombre de doute, mais ses gestes sont fermes. Il a déjà pratiqué des dizaines d'interventions comme celle-ci, mais il n'est jamais routinier d'ouvrir le corps de quelqu'un qui, hier encore, riait, parlait, rêvait. La civière est déjà au centre de la pièce. Le corps de Daniel Miller y est allongé. 29 ans, ses cheveux noirs encore humides d'un dernier lavage rapide. Sa peau pâle sous la forte lumière des lampes. Il y a des marques sur son bras, des égratignures récentes, souvenir de l'accident qui l'a amené là. Il semble dormir, comme s'il s'était endormi après une journée trop longue. Le silence n'est rompu que par le bourdonnement constant de la climatisation et le bip lointain d'un moniteur dans un autre secteur. Dans cet espace, le temps s'écoule différemment. Michael s'approche de la table d'opération. Son regard s'attarde quelques secondes sur le visage de Daniel. Ses traits juvéniles, sa mâchoire ferme, sa barbe clairsemée, qui montre qu'il n'a peut-être jamais aimé se raser tous les jours. Michael pense sans rien dire à quel point il pourrait être le fils de quelqu'un de son âge ou même un ami d'université. Le contraste est brutal. Un corps plein de jeunesse, désormais immobile, livré à la science. Il parle doucement, presque comme une prière. Que ce soit digne, que ce soit juste. L'équipe autour de lui ne répond pas, seulement des regards rapides et sérieux. L'infirmière Camilla dispose les instruments sur la table en acier. Les lames brillent sous la lumière blanche, disposées avec une précision parfaite. Une odeur plus forte d'alcool envahit l'air. Michael ajuste son masque sur son visage. Derrière le tissu, sa respiration s'accélère légèrement. Ce n'est pas de la peur, mais quelque chose de plus profond. La conscience que ce moment sépare la fin d'un homme et l'espoir d'autre. Il pose ses mains sur le champ stérile et regarde l'horloge murale. Les secondes s'égrènent lentement. Son cœur bat plus vite dans sa poitrine. Daniel, toujours immobile, semble conserver un peu de chaleur dans son corps. Rien ne bouge, mais toute la scène est empreinte d'un poids silencieux, comme si quelque chose d'invisible était sur le point de se produire, n'attendant que la signature de la famille pour procéder à l'extraction tant que le corps était encore chaud. Le couloir de l'hôpital semble interminable. Les lumières froides ne réchauffent pas, elles ne font que montrer la fatigue sur les visages. Les murs, usés par le temps, portent des histoires de douleur et d'espoir que personne n'ose raconter à voix haute. Le bruit lointain de pas rapides et de roues de civière se mêle aux sanglots étouffés que l'on entend tout près. Assises sur un banc en bois dur et usé, 3 générations partagent de la même douleur. Doña Teresa, la mère, tient fermement un chapelet dans ses mains tremblantes. Ses lèvres murmurent des mots qu'elle seule peut entendre. C'est un murmure de foi, une supplication qui n'est plus pour sauver la vie de son fils, mais pour rendre son chemin moins cruel. Les grains du chapelet glissent lentement, comme si chaque « je vous salue ». Marie était une tentative d'arrêter le temps qui s'écoule à ses côtés. Karina, la femme, serre un bout de papier dans ses mains. C'est le formulaire de consentement au don. Ses yeux sont rouges, non pas de colère, mais parce qu'elle a pleuré pendant tant d'heures qu'elle n'a plus de larmes à verser. Sa respiration est courte et saccadée. Sur ses genoux, Sophia, âgée d'à peine 5 ans, se blottit contre le corps de sa mère. La fillette tient un morceau de tissu bleu, peut-être un doudou, comme si c'était sa force contre le monde qui s'écroule autour d'elle. Un employé de l'hôpital s'approche, muni d'un dossier et d'un stylo. Sa voix est basse, respectueuse mais ferme. « Madame Karina, Madame Teresa, on a besoin de vos signatures. » Le silence est si lourd que l'air semble épais. Karina regarde le papier, puis la mère de Daniel. Elle murmure, comme si elle avait peur que sa propre voix lui vole le peu de courage qui lui reste, que sa vie passée à d'autres. La phrase brise le cœur de la mère. Doña Teresa ferme les yeux, comme si elle ne voulait pas l'entendre. Ses mains serrent le chapelet si fort que les perles laissent des marques sur sa peau. Elle prend d'une profonde inspiration et, la voix brisée, répond
Mon fils a toujours été bon. Il a toujours aidé les autres. Qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin. Karina serre Sofia contre sa poitrine. La petite fille lève les yeux, confuse, ne comprenant pas tout à fait ce qui se passe. « Maman, papa va se réveiller ?» demande-t-elle dans un murmure. Karina tremble, ses lèvres s'entr'ouvrent, mais aucun mot ne sort. Elle regarde Doña Teresa, les yeux suppliants. La grand-mère caresse les cheveux de sa petite fille et, ravalant ses propres larmes, dit doucement « ton papa dort, ma fille. Il va aider beaucoup de gens et il sera toujours avec toi ici. » Elle touche le cœur de la petite fille innocente. Sofia serre sa poitrine de sa petite main et s'accroche plus fort à sa mère. Karina ne peut pas se retenir et laisse échapper un sanglot caché dans l'épaule de sa fille. Le papier attend toujours d'être signé. Le stylo est tendu à Karina, mais elle n'y arrive pas. Sa main tremble tellement qu'il lui semble impossible d'écrire quoi que ce soit. Doña Teresa, d'une voix ferme malgré la douleur, dit « Je vais signer avec toi, ma fille. Tu n'es pas seule. » Ensemble, la mère et l'épouse écrivent leur nom, les lettres maculées par les larmes qui tombent sur le papier. Le bruit du stylo qui gratte est comme un coup violent porté à chacune de leurs âmes. Après avoir remis le dossier, seul le silence reste, un silence qui crie. Karina serre Sofia dans ses bras, cache son visage dans les cheveux de la fillette et laisse la douleur s'exprimer en larmes silencieuses. Doña Teresa, le chapelet toujours entre les mains, lève les yeux comme si elle cherchait sur le plafond blanc de l'hôpital une réponse qui ne viendra jamais. Et dans ce couloir froid, marqué par des pas rapides et des portes qui s'ouvrent et se ferment, 3 femmes s'accrochent les unes aux autres. Elles viennent de dire « oui », mais c'est un « oui » qui fait mal, un « oui » arraché au cœur. Et pourtant, c'est un « oui » d'amour. Le bureau administratif est couvert de papiers, de tampons rouges, de signatures bâclées, de protocoles alignés comme s'ils étaient de la garantie même que tout est dans les règles. Le coup sec du tampon sur le papier résonne comme des coups de marteau. 2 examens, 2 signatures, une décision définitive. Dans la bureaucratie, il n'y a pas de place pour le doute sur le papier. Daniel Miller est mort. Le docteur Michael tient les feuilles avec ses mains gantées. Ses yeux parcourent en chaque ligne, chaque chiffre. Ah, les rapports médicaux sont froids, directs, dépourvus de réflexion, plats. Les critères sont remplis. Mais au fond de lui, quelque chose le dérange. Il vérifie à nouveau, relit le nom du neurologue responsable. Le nom du docteur Castañeda est là, clairement signé, mais où est Castañeda? L'hôpital est plongé dans le silence du petit matin et personne ne l'a vu cette nuit-là. Michael lève les yeux et fixe la porte fermée. Le couloir vide semble faire écho à la question qui le taraude. Pourquoi le médecin-chef n'est-il pas là? Avant qu'il ne puisse approfondir ce doute, la porte s'ouvre brusquement et l'administrateur de l'hôpital entre. Le docteur Urrutia, impeccablement vêtu, la cravate parfaitement ajustée, les cheveux lissés en arrière, brille sous la lumière blanche. Son attitude est calme, presque élégante, mais la tension transparaît dans chacun de ses gestes. Son regard a la froideur de quelqu'un qui parle de chiffres et de délais, pas de personne. Michael, sa voix est basse, traînante, mais trop grave pour être ignorée. L'équipe de transplantation est déjà dans la chambre. Ils ont les signatures, ils attendent. Ne tardez pas. Michael serre les lèvres, agrippant les papiers plus fermement, comme s'il cherchait une réponse là-dedans. « Je n'ai pas encore vu le docteur Castañeda », répond-il en détournant le regard, essayant de cacher son malaise. Il devrait être là. Il a signé le certificat de décès. Urrutia esquisse un sourire, bref, dur, presque mécanique. Ne compliquez pas les choses. 2 tests effectués, 2 signatures, le protocole est complet. C'est suffisant. Un silence lourd s'installe entre eux. Michael sent l'air devenir plus dense, comme si la pièce rétrécissait. Son malaise grandit, mais il garde son attitude professionnelle. Urrutia fait 2 pas en avant et baisse la voix près de son oreille. « Docteur, chaque minute compte. Des vies attendent ses reins. Ne vous laissez pas distraire. Il veut tuer ceux qui attendent le don. » Ces mots ressemblent à un ordre, pas à un conseil. L'administrateur ajuste calmement sa cravate, comme quelqu'un qui maîtrise la situation, puis s'en va, laissant dans l'air cette odeur de parfum cher mélangée à celle du désinfectant de l'hôpital. Michael reste immobile, le rapport toujours à la main. Il regarde à nouveau la signature de Castañeda. Elle est là, ferme et indubitable sur le papier. Mais l'homme, le vrai docteur, est absent. L'horloge murale continue de tourner sans s'arrêter. La pression ne s'exprime pas par des cris, mais elle est présente dans chaque détail. Le sourire dur d'Urrutia, les instruments prêts dans la salle d'opération, les familles qui attendent ailleurs. La salle d'opération est baignée d'une lumière blanche froide, presque cruelle.
Le bruit métallique des instruments préparés par des mains minutieuses semble rappeler que rien ne peut échapper au contrôle. La climatisation souffle de l'air froid, mais malgré ça, l'infirmière Camilla sent la sueur couler sur son front sous sa charlotte. Elle s'approche du corps de Daniel allongé sur la table. Le drap chirurgical recouvre une partie de sa poitrine, laissant apparaître une peau encore chaude et jeune, si différente de la rigidité que l'on attendrait d'une personne considérée comme sans vie. Camilla, toujours aussi méticuleuse, vérifie les moniteurs, puis touche doucement son bras, comme pour se confirmer la chose. Soudain, quelque chose la fait retenir son souffle. Le moniteur affiche une température corporelle qui ne devrait pas être aussi élevée après tant d'heures. Puis elle le voit, presque imperceptible, un mouvement minime, un micro-tremblement de sa paupière gauche si rapide que n'importe qui d'autre l'aurait manqué. Mais elle l'a vu. Camilla porte sa main à sa bouche, les yeux écarquillés. Pendant un instant, la pièce semble plongée dans un silence absolu. Elle regarde Michael d'une voix brisée. « Docteur, j'ai vu la paupière bouger. » Michael s'approche lentement, le cœur battant à tout rompre. Il se penche sur le visage de Daniel, à la recherche de signes qui ne devraient pas exister. Les secondes s'égrènent. Seul le son lointain d'un moniteur dans une autre pièce accompagne l'attention. Il scrute le corps du jeune homme du regard et revient vers le visage immobile. Rien, à part ce détail qui reste maintenant gravé dans sa mémoire. Michael sent son cou se refroidir. Le scalpel qu'il tient lui semble plus lourd que jamais. Il ferme les yeux un instant, essayant de trouver une explication médicale. Mais avant qu'il puisse parler, une voix ferme et maîtrisée retentit. « Un réflexe périphérique », dit Urrutia, avec un ton d'impatience dissimulé derrière un faux sourire. Rien de plus. Michael lève les yeux, surpris par la rapidité de la réponse. Urrutia fait un pas en avant, ajuste la manche de sa veste et répète d'une voix ferme. « Continuons, docteur. Je suis pressé. » Mais Socia, Nainda Sisser. Camilla reste immobile, regardant toujours la paupière de Daniel comme si elle attendait qu'il bouge à nouveau. Sa poitrine se soulève et s'abaisse rapidement. Sa respiration est lourde. Les mains gantées de Michael bougent lentement, ajustant le champ opératoire sur la poitrine exposée de Daniel. Les draps bleus marquent la zone, recouvrant tout ce qui l'entoure, comme s'ils effaçaient progressivement l'identité de ce corps pour le transformer en simple donneur. Mais un détail vient interrompre ce geste mécanique. Sur le cou de Daniel, à moitié caché sous le tissu, quelque chose brille dans la lumière blanche de la pièce. Michael s'arrête. Ses doigts le touchent avec précaution et le tirent vers lui. C'est un simple collier, une fine chaîne en métal bon marché, avec une petite étoile en argent au centre, déjà légèrement rayée par le temps. Le nom Sophia y est gravé en lettres irrégulières. Les lettres sont tordues, écrites comme seule une petite fille pourrait le faire. L'air dans la pièce devient plus lourd. Michael déglutit. L'image de cet objet brise toute barrière entre le médecin et l'homme allongé là. Ce n'est pas seulement un patient, pas seulement un corps, c'est un père. Un père qui portait le souvenir de sa fille dans sa poitrine comme si c'était sa plus grande protection. Camilla, qui rangeait les instruments à proximité, remarque la pause. « Docteur, il s'est passé quelque chose ?» Michael ne répond pas tout de suite. Il tient le collier pendant quelques secondes, l'étoile pendante comme si elle avait encore une vie propre. Son regard se perd dans le vide. Il pense à la petite main qui a sûrement écrit ce nom, à la fierté avec laquelle Daniel a dû montrer le cadeau à sa famille, au sourire d'une petite fille offrant à son père quelque chose d'aussi simple et en même temps d'aussi infini. Finalement, il laisse échapper un souffle. C'est celui de sa fille. Camilla regarde le pendentif et sent ses yeux se remplir de larmes. Elle porte sa main à sa bouche, comme s'il était irrespectueux de rester debout dans cette pièce devant quelque chose d'aussi intime. Michael replace soigneusement le collier, l'ajustant pour qu'il repose sur la peau. Il prend une profonde inspiration, mais la boule dans sa gorge ne disparaît pas. Le moniteur clignote, affichant une ligne droite constante et implacable. Le bruit des machines remplit la pièce, mais rien ne peut couvrir le silence qui pèse plus lourd que n'importe quel bruit. Le métal froid du scalpel semble brûler ses doigts. Il regarde l'équipement, puis reporte son regard sur le visage de Daniel. Le corps immobile contraste avec l'étoile sur sa poitrine, témoin silencieux d'une vie qui bat encore dans les souvenirs, dans les promesses d'amour qui ne peuvent être contenues dans des papiers signés. Il prend une profonde inspiration, essayant de rester ferme, et dit à voix basse, presque comme s'il demandait pardon à l'homme et à sa famille. « Nous respecterons leurs souhaits. » Camilla déglutit, le bruit audible dans le silence. Ses yeux brillent, mais elle ne dit rien, retenant simplement son souffle, comme si son cœur la suppliait de ne pas continuer. Michael approche le scalpel de la peau de Daniel.
La lame le touche légèrement, effleurant à peine la surface. Soudain, l'impossible se produit. La main qui était restée immobile jusqu'alors se lève avec force dans une réaction brutale. Les doigts de Daniel se referment sur le bras de Michael. La prise est ferme, chaude, désespérée. Les ongles déchirent le tissu de la blouse chirurgicale, griffant jusqu'à atteindre la peau. Un son rauque et guttural sort de la gorge de Daniel. Ce n'est pas un son clair, mais c'est un son humain. C'est un son vivant. La pièce se fige. Camilla laisse échapper un cri étouffé. Les larmes coulent sans qu'elle puisse les retenir. « Docteur, mon Dieu, docteur !» Michael se fige, les yeux fixés sur la main qui l'agrippe. Il sent le poids, la force réelle. Ce n'est pas une illusion. Le scalpel lui échappe presque des mains. Son souffle se bloque dans sa poitrine, son cœur s'emballe. Mais avant qu'il ne puisse réagir, la voix d'Urrutia fend l'air comme un couteau invisible. Réflexe périphérique. C'est normal. Poursuivez l'intervention. Elle est sèche, presque agressive, mais peu convaincante. La scène qui se déroule devant eux n'est pas normale. Rien de tout cela n'est normal. Camilla, timide, secoue la tête. « Non, docteur, ça ne peut pas être juste un réflexe. Quelle mort fait ça? Je l'ai senti. » Michael ne répond pas. Son corps est paralysé. Camilla, en sanglotant, secoue la tête. « Non, docteur, ça ne peut pas être juste un réflexe. Quelle mort fait ça? Je l'ai senti. » Michael ne répond pas. Son corps est rigide, ses yeux grands ouverts, prisonnier de cette main qui le serre toujours. Le temps semble ralentir. Le bip-bip devient un battement lent qui résonne dans sa tête. C'est un réflexe. Le scalpel glisse des doigts de Michael et tombe. Le bruit est court et aigu, déchirant le silence. Il prend d'une profonde inspiration, regarde la main qui marque encore son bras et retrouve sa voix, ferme et grave, sans place pour le doute. On suspend l'opération. La paupière recommence à bouger. Camilla fait un pas, effrayée, mais prête. « Oui, docteur, arrêtez tout maintenant. Dégagez le champ. Je veux un nouvel examen neurologique complet. » Les mots sortent par blocs, comme des pierres. Une compresse humide recouvre la fine ligne où la lame a touché. Il y a peu de sang, juste un filet, mais il pèse comme un cri. Les mains de Michael tremblent, tandis qu'il tient les forceps. Il respire, contrôlant le tremblement de son poignet, et referme l'incision comme s'il demandait pardon. Urrutia s'approche, la voix basse et dure, essayant de remplir l'air de la pièce. « Ce n'est pas nécessaire, nous avons déjà ce dont nous avons besoin, docteur. » Michael n'élève pas la voix. Il note l'heure. « Nouvel examen maintenant. Je ne vais pas assumer la responsabilité de cette procédure telle qu'elle. » L'administrateur recule d'un demi-pas, un sourire tendu plaqué sur le visage. Camilla est déjà au téléphone. « Neurologie, s'il vous plaît. J'ai besoin d'une évaluation complète. »« Oui, tout de suite. » La clim souffle de l'air froid sur la nuque de Michael. Le petit pendentif en forme d'étoile touche le champ bleu et bouge légèrement. Il l'ajuste avec précaution pour qu'il ne gratte pas la peau. Son regard passe du pendentif au visage immobile de Daniel. Une seconde de silence, juste le bruit de l'appareil d'aspiration éteint, le cliquetis des plateaux qu'on déplace, le métal qui racle le métal. « Protégez-le », dit Michael, plus à lui-même qu'à l'équipe. Pas de contact inutile, surveillance continue. Elle apporte une compresse de gaz propre pour essuyer la moindre trace laissée par le contact du scalpel. Elle ajuste les câbles, vérifie la température, la saturation, les pupilles. Elle déglutit. « J'ai déjà appelé. Ils arrivent, merci », répond-il d'une voix rauque et fatiguée. La tension dans la pièce se relâche un peu. Michael fléchit les doigts, regarde la marque violette qui s'étend sur son bras. Il ne la cache pas. Il laisse la douleur faire son œuvre. La douleur le maintient en vie. Dehors, derrière la porte, à travers les murs et les couloirs, un son transperce tout, un cri, fin et aigu. « Papa ». La syllabe transperce les vêtements, la peau, les os. Michael ferme les yeux un instant. Quand il les rouvre, il est un autre homme. Le docteur se tient ferme comme un mur. « Camilla, tu restes avec lui. Je vais dans le couloir. 2 minutes. Préviens-moi si quelque chose change, d'accord ?» Il enlève lentement ses gants, les jetant sans faire de bruit. Il se lave les mains comme pour laver sa culpabilité. Il sort dans le couloir. Il fait froid, la lumière est crue, le couloir semble interminable. Les pleurs résonnent et l'attirent. La vitre est grande, glacée, séparant 2 mondes. La vie en suspens d'un côté, les gens qu'il aime de l'autre. Sophia est debout sur la pointe des pieds, le nez collé contre la vitre, formant un cercle de buée qui disparaît et réapparaît dans sa main. Un collier en forme d'étoile, comme celui de son père, mais plus petit, avec un petit rayon dans le coin.
La chaîne frappe sa poitrine chaque fois qu'elle expire. Karina tient sa fille par la taille, comme si elle avait peur que la petite fille traverse le mur. Doña Teresa est à quelques pas derrière, un petit chapelet à la main, ses doigts usés frottant les perles sans s'arrêter. Michael s'approche lentement, silencieusement, sans interrompre. La petite fille remarque un mouvement sur le côté et tourne la tête, ses grands yeux humides mais sans crainte. Elle lève le collier de sa petite main et le lui montre sérieusement, comme si elle révélait un secret. « Tu m'avais promis de venir voir ma danse. » La phrase tombe sur le sol du couloir et se disperse. Karina ferme les yeux et se mord la lèvre pour ne pas s'effondrer sur place. Doña Teresa serre fermement l'épaule de sa belle-fille comme une étreinte qui dit « Je suis là ». Michael ravale sa propre douleur. Il voulait dire plein de choses, mais il ne le fait pas. Il s'agenouille pour être à la hauteur de la petite fille. Sa voix est basse et simple. « Ce collier est joli ». Sofia hoche la tête, pressant la petite étoile contre sa poitrine. « Mon papa et moi avons le même. C'est pour ne pas nous perdre l'un l'autre. » Il sent sa gorge se serrer. Il respire. « Tu peux me montrer un petit bout de la danse ? Juste un petit bout, je le garderai en sécurité pour toi. » Sofia regarde sa mère, lui demandant la permission du regard. Karina passe la main dans les cheveux de sa fille, esquissant un sourire brisé. « Allez ma chérie, juste un petit peu. » La petite fille fait 2 petits pas, tournant comme on lui a appris, les bras ouverts, les orteils à peine décollés du sol. La petite étoile frappe doucement et fait un petit tintement. Elle s'arrête, haletante d'excitation, et pose ses petites mains sur la vitre. Vous voyez, c'est la partie qu'elle préfère. Michael se mord la lèvre, incapable de promettre quoi que ce soit. Il pose sa paume sur la vitre de son côté. Il ne la touche pas, mais il est là. Je l'ai vu, et je tiendrai ma promesse. Karina finit par murmurer. « Docteur, je suis là. » Il répond simplement, respectueusement, patiemment. Sofia appuie à nouveau son front contre la vitre, porte la petite étoile à sa bouche et embrasse le métal froid. « Papa, attends !» Michael reste. Il ne se précipite pas. Tout le couloir semble plus petit, plus humain. Il ne promet pas d'avenir, il offre juste sa présence. Et pendant un instant, entre la vitre et la douleur, ce petit geste semble tout signifier. Camilla marche rapidement dans le couloir, son téléphone portable collé à l'oreille. Ses pas résonnent sur le sol ciré, et chaque sonnerie résonne comme un coup de marteau sur la poitrine de l'autre côté. Seule la voix froide de l'enregistrement répond. La messagerie est pleine. Il n'est pas possible de laisser un message. Elle éloigne le téléphone de son oreille et soupire lourdement. Le nom du docteur Castañeda résonne encore dans son esprit. C'était sa signature sur le rapport. C'est lui qui aurait dû tout confirmer de ses propres yeux. Michael apparaît à la porte, sa blouse ouverte, le visage tendu. « As-tu pu lui parler, Camilla ?» Elle secoue la tête. Rien, juste la messagerie vocale. Elle se mord la lèvre, hésite, puis prend son courage à 2 mains. « Docteur, un des internes en neurologie, ai-je demandé à voix basse. Il a dit que Castañeda n'était pas de garde ce soir. » Ces mots le transpercent comme un couteau. Michael s'appuie contre le mur et ferme les yeux un instant. Un frisson lui parcourt l'échine, un frisson qui n'a rien à voir avec l'air. Il parle doucement mais fermement. Alors, qui l'a signé ? Camilla ne répond pas. Le silence est lourd. Elle décide de vérifier par elle-même. Elle se dirige vers la salle informatique et allume le terminal. La lueur de l'écran illumine son visage fatigué. Ses doigts tapent rapidement, ouvrant le système interne. Elle accède au dossier de Daniel, classé par ordre chronologique. Le dernier, EEG, apparaît à l'écran, daté d'il y a 20 minutes. La courbe est une ligne droite parfaite, froide, immuable. La mort cérébrale est confirmée. Camilla fronce les sourcils, ses yeux se posant sur le champ de la signature numérique. Elle est là, mise en évidence Castañeda, enregistrée dans son intégralité. Elle sait lire les détails techniques, elle connaît la signification de chaque code, chaque heure enregistrée, et quelque chose ne colle pas. Il y a 20 minutes, tout le monde était dans la pièce. Il y a 20 minutes, aucun neurologue n'était présent. Son estomac se noue. Sa main tremble alors qu'elle tient la souris. « Docteur, venez voir ça. » Michael s'approche, se penchant pour voir l'écran. La lumière bleue brille dans ses yeux. Il regarde le rapport, les sauts numériques, la ligne droite de l'examen. Puis, il regarde Camilla en silence. Sa respiration devient lourde, sa mâchoire se crispe, elle serre la main en un point si fort que ses jointures deviennent blanches. Un seul mot sort, faible, rauque, craché dans la douleur. Fraude. La pièce semble rétrécir. Le bruit des claviers au loin disparaît. Il ne reste plus que le poids de la découverte qui écrase l'air qu'il respire. Camilla détourne les yeux de l'écran, les larmes aux yeux. Ce n'est pas juste une erreur.
Quelqu'un a délibérément trafiqué le rapport. Michael ne répond pas. Il reste immobile, le poing serré, le cœur battant à tout rompre. Ils savent que le mensonge n'est plus seulement sur le papier. Il bat sur l'écran devant eux, plus cruel que n'importe quel scalpel. Le salon est petit, avec des murs clairs et une horloge qui fait trop de bruit pour ceux qui ont le cœur lourd. Il y a une bouteille de café chaud dans un coin, une pile de gobelets en plastique, 2 chaises bancales et un fauteuil qui grince. L'air sent le désinfectant et le café froid. La télévision est allumée sans le son, diffusant un journal télévisé que personne ne regarde. Karina est assise sur le bord du fauteuil, les doigts serrés autour d'un mouchoir froissé, le visage gonflé à force d'avoir tant pleuré. Doña Teresa est à côté d'elle, son chapelet enchevêtré dans sa main, comme si elle voulait s'emparer du monde avec. Elles se tournent toutes les deux vers la porte chaque fois qu'elles entendent des pas dans le couloir. La porte s'ouvre lentement. Michael entre, enlève sa casquette, passe la main dans ses cheveux et respire. Ses yeux montrent de la fatigue et quelque chose de plus profond, un poids qu'on ne peut pas cacher avec des mots. Il marche vers elle, ne s'assoit pas, mais reste debout et parle aussi clairement qu'il le peut. « Je suis venu pour dire la vérité telle qu'elle est. Je vais refaire les tests. Je ne peux pas les écourter. » « Oh, moi, c'était... Karina lève le visage comme si elle avait été frappée. Elle ouvre et ferme la bouche sans émettre un son. Puis un murmure rauque s'échappe de sa bouche. « Comment ça, refaire ? Je dois être sûr, » répond-il en la regardant droit dans les yeux. « Une certitude, vraiment, sans aucun doute, sans précipitation. Tant que je ne l'aurai pas, je ne couperai pas. Je ne ferai rien qui mette Daniel en danger. » Doña Teresa serre son chapelet jusqu'à ce que ses doigts blanchissent. Elle cherche ses mots au milieu de ses larmes brûlantes. « Docteur, mon fils, que se passe-t-il » Michael prend une profonde inspiration. Sa voix est basse, sans détour. « Ce que je peux dire maintenant, c'est que je dois réévaluer la situation. Je ne peux pas continuer. Je préfère me tromper en étant prudent plutôt qu'en me précipitant. » Karina tremble. Le mouchoir tombe de ses genoux et elle ne s'en rend même pas compte. Elle pose sa main sur sa poitrine comme pour retenir son cœur à l'intérieur. Ses yeux se remplissent à nouveau de larmes, mais cette fois-ci, les larmes sont chaudes, mêlées à une rage qui n'est que de l'amour blessé. « Nous avons donné notre consentement. » Elle déglutit péniblement et insiste. « On donne pour sauver des vies, pas pour tuer mon mari. » La phrase frappe durement la pièce et reste suspendue dans l'air. Michael en ressent le poids, fait un pas vers elle et dit lentement. « Je comprends, je t'ai entendu. Ton oui était motivé par l'amour et le respect. Aujourd'hui, la façon d'honorer cet amour est d'attendre, de tout répéter calmement, avec respect, de vérifier à nouveau avec tout le soin nécessaire pour que le don continue à être synonyme de vie. » Karina se couvre le visage de ses mains et pleure, mais ce sont des pleurs différents, sans cri, juste une libération qui vient de l'intérieur. Doña Teresa serre sa belle-fille contre elle et la prend dans ses bras. Et le chapelet fait un petit bruit sec en touchant son bras. « Tu peux me donner ta main ?» demande Karina d'une voix faible sans lâcher le mouchoir. Michael tend la main sans réfléchir. La sienne est froide et tremblante. Il la tient fermement, avec respect, comme s'il tenait quelque chose de sacré. « Je ne vais rien précipiter, » dit-il, toujours en lui tenant la main. « Je te promets qu'aujourd'hui, ma hâte est pour la vérité, rien de plus. » Doña Teresa se lève lentement et se place devant lui. Ses yeux ont la force d'une mère qui a perdu pied, mais qui ne lâche pas ce qu'elle aime. « Merci d'avoir parlé clairement, » dit-elle. « On peut supporter le reste. Ce qu'on ne peut pas supporter, ce sont les mensonges. Ce qu'on ne peut pas supporter, c'est de fuir. » Michael hoche la tête. Le silence revient un instant, lourd mais moins cruel. On entend le tic-tac de l'horloge, la respiration saccadée de Karina, le chapelet qui glisse entre ses doigts. « Je retourne m'occuper de lui, » ajoute-t-il doucement. « J'appelle l'équipe, je vais tout répéter. Si vous avez besoin de moi, je viendrai. Si vous voulez de l'eau ou du café, je vous l'apporterai. Mais pour l'instant, je retourne auprès de lui. » Karina s'essuie le visage avec le dos de la main sans le lâcher. « Restez avec elle, docteur, » demande-t-elle. « Restez là comme si vous étiez de la famille. »« Je resterai, » répond-il, et le mot semble tomber sur le sol de la pièce. Avec fermeté, il lâche lentement sa main, comme s'il rendait quelque chose d'important. Il se dirige vers la porte, s'arrête, les regarde à nouveau. « Ton oui est toujours aussi beau, » dit-il avec précaution, en ressentant chaque syllabe. Ce n'était pas de la précipitation, c'était de l'amour. Et avec cet amour, on fera tout comme il faut. Doña Teresa ferme les yeux et se signe. Karina hoche simplement la tête en signe d'acceptation, pleurant doucement, comme pour dire «
c'est bon. Michael part, la porte se referme lentement, l'horloge continue de tic-tac. Mais maintenant, elle semble moins dure dans cette pièce simple, entre le café froid et la télévision silencieuse. La vérité est se rester debout. Le « oui » qui faisait mal à l'intérieur a cessé d'être un fardeau et est devenu attention, amour et non précipitation, et ça seul change tout. Le couloir est vide, on n'entend que le bruit lointain des pas et le grincement d'un chariot de ménage. Michael s'adosse contre le mur froid, prend une profonde inspiration, sa tête lui fait mal. Il ferme les yeux un instant, essayant d'organiser ses pensées, quand son téléphone portable vibre dans la poche de sa robe de chambre. Il répond sans regarder le numéro. Docteur Michael. La voix à l'autre bout du fil est basse, calme, mais tranchante comme de la glace sur la peau. Si vous retardez cette procédure, 2 enfants perdront leurs reins aujourd'hui. Son cœur s'emballe, il a le souffle coupé pendant un instant, il presse le téléphone contre son oreille, presque jusqu'à l'écraser. Qui est à l'appareil ? 2 secondes de silence pesant, puis la même voix froide et sans émotion. Peu importe qui est à l'appareil, ce qui compte, c'est le temps. Chaque minute que vous hésitez, 2 enfants se rapprochent de la mort. Vous devrez vivre avec ça. Michael ferme les yeux et sent son sang bouillir. « Je suis médecin, pas un meurtrier. Vous êtes fou. » Il entend un petit rire étouffé à l'autre bout du fil. Un petit rire étouffé, sans joie. « Docteur, alors essayez. Sauvez ceux que vous pouvez. Sauvez. Le donneur est déjà mort. Vous vous trompez. Le rapport est là. Obéissez, c'est tout. » Michael sent sa gorge se serrer. Il regarde ses mains tremblantes. Les mots sortent presque dans un murmure. « Et s'il n'est pas là ? Et s'il est encore en vie ? Je ne pense pas qu'il ait bougé. » C'était un réflexe. Silence. Pas de réponse. Juste la respiration faible et contrôlée à l'autre bout du fil. Puis la phrase qui tombe comme un poids insupportable. « Si vous tardez, les 2 enfants mourront. » Réfléchis-y. Le clic sec met fin à l'appel. Michael reste immobile, le téléphone portable toujours collé à l'oreille, même si la ligne est scoopée. Le couloir tourne un peu. Il appuie sa main contre le mur pour ne pas tomber. Un frisson lui parcourt l'échine. En lui, c'est le chaos. Il voit l'image d'enfants qu'il n'a jamais connue, attendant dans une chambre d'hôpital sombre, les yeux enfoncés, la peau pâle, leur mère en pleurs à leur côté. Et en même temps, le visage de Daniel sur la table d'opération, la main qui lui serrait le bras, la petite étoile sur sa poitrine. Tout son corps tremble. La question surgit comme un cri silencieux. Le bien commun justifie-t-il l'erreur ? Michael se mord les lèvres jusqu'à avoir le goût du sang. Il range son téléphone portable dans son sac d'un geste brusque et reste là, respirant bruyamment, essayant de ne pas se laisser envahir par la culpabilité avant l'heure. Le couloir reste le même, mais à l'intérieur, rien n'est pareil. La pièce est faiblement éclairée, seule la lampe au-dessus du lit est allumée. L'air sent l'alcool et le métal. Michael ajuste ses gants et prend une profonde inspiration. Camilla est à côté de lui, fixant le visage de Daniel, attendant le moindre signe. Le corps semble immobile, mais l'atmosphère montre clairement qu'il n'y a aucune certitude. « Refaisons les tests, 1-1, » dit Michael doucement mais fermement. Il attrape la lampe de poche et l'approche des yeux du patient. Il déplace lentement la lumière. Rien. Les pupilles ne réagissent pas. Camilla retient son souffle, comme si même sa respiration pouvait gêner. Puis, il applique un stimulus douloureux, une pincée vive sur l'ongle, puis sur le sternum. Le corps ne bouge pas. Seuls les moniteurs répètent leur bip constant, indifférents au drame qui se déroule devant eux. Michael continue avec le test des réflexes du tronc cérébral. Il bouge la tête de Daniel et n'observe rien. Aspiration buccale. Pas de réflexe de tout. Mais soudain, lorsqu'elle stimule la zone des yeux, l'improbable se produit. La paupière vibre, un mouvement minime mais clair. Camilla porte sa main à sa bouche, étouffant un cri, les yeux remplis de larmes. « Docteur, vous avez vu ça ? Je l'ai vu. » Michael se fige, la sueur coulant sur son front, le cœur battant à tout rompre. Il regarde de près, touche à nouveau, observe. Ça y est, la paupière tremble à nouveau, discrètement mais vivement. Il enlève son masque de sa main et prend une profonde inspiration. Ce n'est pas seulement un réflexe spinal. Le silence est lourd. La certitude commence à poindre. Soudain, la porte s'ouvre brusquement. Urrutia entre, sa veste bien ajustée, sa cravate intacte, comme si le petit matin ne l'avait pas touché. Il se dirige droit vers Michael, la poitrine bombée, et lui demande ce qu'il croit faire, en essayant de jouer les héros maintenant. Michael lui fait face, la voix ferme, sans laisser place à la peur. « Je n'essaie pas de jouer les héros. » Urrutia fait un pas en avant, son visage presque contre celui de Michael. L'air entre eux semble électrique.
Il retarde tout l'hôpital. Il sacrifie des vies pour s'occuper de ça. Camilla, la voix tremblante, intervient. « Docteur, il a raison. Je l'ai vu. J'ai vu sa paupière bouger. »« Taisez-vous, infirmière !» rugit Urrutia d'un ton furieux. Michael gonfle la poitrine. Il fait un pas en avant, solide comme un mur entre Urrutia et Camilla. Ne lui criez pas dessus. L'atmosphère explose. La tension se répand dans l'air comme de la poudre à canon prête à s'enflammer. Camilla prend son téléphone portable de main tremblante et appuie sur un bouton. Elle appelle la sécurité à l'unité de soins intensifs, tout de suite. Le silence qui suit est étouffant. Urrutia fixe Michael, le sourire froid revenant lentement comme s'il contrôlait toujours la situation, mais la vibration de l'appel est déjà audible dans le couloir. L'air est lourd. Il n'y a pas de retour en arrière possible. La vérité frappe à la porte, exigeant d'être laissée entrer. La pièce est étroite, la lumière trop froide, un vieil ordinateur bourdonnant bruyamment dans un coin. Ça sent le café réchauffé et la poussière de papier. Le technicien entre lentement, son uniforme vert froissé, son badge à l'envers. Ses mains ne savent pas où se poser, tantôt dans ses poches, tantôt s'entremêlant. Son regard fuit l'écran, le sol, lui-même. Camilla ferme la porte avec précaution, sans faire de bruit, et lui montre la chaise. « Asseyez-vous ici, s'il vous plaît. » Il obéit, les genoux serrés, la peau de son cou rouge est tachée de nervosité. Michael se tient debout, appuyé contre le mur, les bras croisés, la voix calme et ferme. « On veut juste comprendre, sans cris, sans menaces, juste la vérité, rien d'autre. » Le technicien déglutit. « Je sais. » Camilla allume l'ordinateur, ouvre le système. La lumière bleue de l'écran éclaire son visage fatigué. Il clique, tape, ouvre le fichier. La séquence apparaît. Études, horaires, signature sur la dernière ligne. Le voilà. EEG, ligne plate, heure 20 minutes plus tôt, signature numérique, Castañeda. Camilla prend une profonde inspiration. « Regarde-moi » demande-t-elle gentiment mais directement. « Qui a trafiqué ça ?» Le technicien écarquille les yeux, comme s'il avait reçu une gifle. Il secoue la tête, d'abord pour nier, puis comme pour demander du temps. Ses ongles sont rongés jusqu'à la chair. « Je ne peux pas. Je dois regarder la porte. J'ai besoin de mon travail. » Michael fait un pas, s'accroupit à sa hauteur. « Vous avez aussi une conscience, et aujourd'hui, elle vous demande de l'aide. » Silence, seulement le bourdonnement de l'ordinateur et de la climatisation. Camilla ouvre l'appli sur son téléphone portable sous le bureau. Son pouce tremble, mais le bouton rouge apparaît grand et clair. Elle respire, appuie sur « Enregistrer », laisse le téléphone à l'envers sur le bureau. Son cœur bat vite, mais sa voix est claire. « Je vais demander à nouveau qui a trafiqué le EG. » Les yeux du technicien se remplissent de larmes. Il les essuie avec sa manche. Ils l'ont modifié. La voix est faible, rauque. Ils ont modifié le EG. Camilla ne réagit pas. Elle attend simplement, Michael aussi. Le technicien expire, fatigué de se retenir. Ils m'ont ordonné de le faire. Je me mords la lèvre jusqu'à ce qu'elle blanchisse. J'ai téléchargé le fichier. C'était pour remplacer le tracé. Ils m'ont dit « Mets celui-ci et télécharge-le », le fichier. Ils ont dit que tout allait bien, que c'était le protocole, que la famille avait déjà signé. « Qui a dit ça ?» demande Michael gentiment. « Ils m'ont dit de le faire. Ils m'ont dit de le faire », répète-t-il, comme s'il ne pouvait rien dire d'autre. C'est venu par message. Ils sont entrés dans la pièce et ont parlé à voix basse. Je n'ai pas posé de questions, j'ai juste obéi. Camilla montre l'écran. Cette ligne plate ici ne venait pas de l'étude du petit matin. Non, murmure-t-elle. C'était un fichier tout prêt, un exemple de décès. C'est ce qui était écrit dans le dossier. Je l'ai juste remplacé. Les doigts de Camilla agrippent le bord de la table, la forçant à ralentir sa respiration. Le technicien est toujours submergé par la culpabilité. Et ils ont utilisé la signature numérique. Sa voix s'éteint presque. J'ai vu l'écran demander le mot de passe et j'ai fermé les yeux. Et ils l'ont approuvé sur mon ordinateur, sur mon visage. La signature est apparue. Castañeda Michael sent sa peau se hérisser sous sa robe. Il se rapproche un peu mais garde son ton. Tu comprends ce que ça veut dire ? Le technicien pleure en silence. Seule son épaule tremblante le trahit. Je sais, je suis désolé, docteur. Je pensais juste que ça accélérerait les choses. J'étais déjà convaincu que c'était la bonne chose à faire pour les autres. Il secoue la tête, se détestant. J'avais tort. Camilla parle lentement, comme quelqu'un qui tient la main d'une autre personne dans le noir. Répétez après moi, s'il vous plaît, lentement, pour que ce soit clair. Il respire, haletant comme un plongeur qui remonte à la surface. Ils ont changé le... Ils m'ont ordonné de le faire. J'ai remplacé le fichier et ils l'ont validé avec la signature du médecin.
numériquement sur mon ordinateur. Je l'ai donné. Désolé Camilla. Il regarde le téléphone portable pendant 1 seconde, face vers le bas, comme s'il demandait du courage à un objet. Il ne tremble plus. Merci d'avoir parlé. Elle le dit et elle est sincère. Le technicien tord le bouchon qu'il a sorti de sa poche comme s'il voulait disparaître à l'intérieur. Ma mère est malade. Le loyer. Je sais que ça ne justifiait rien. Il appuie sur mes yeux avec ses doigts. Mais j'avais peur. Michael ne le juge pas. Sa voix devient encore plus basse. La peur. Je comprends. Mensonge. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Maintenant, l'homme sanglote à nouveau. Il lève son visage rougi. Si je pouvais revenir en arrière, je ne le ferais pas. C'était mal. C'était mal. Désolé Camilla. Elle prend un gobelet en plastique et le remplit à la fontaine à eau qui cliquait à proximité. Elle le prend dans ses mains et essaie de boire. Le bord heurte ses dents. Elle fait un clic et pose le gobelet sur la table. Respire, reste silencieuse. La pièce semble plus petite. La lumière de l'écran marque les visages de chacun. Le bourdonnement de l'ordinateur devient un chœur de culpabilité et de soulagement. Culpabilité d'avoir fait ça, soulagement de l'avoir dit. Camilla tend le bras et d'un simple geste met fin à l'enregistrement. Le clic est doux mais à l'intérieur c'est le tonnerre. Elle met son téléphone portable dans sa poche et passe sa paume sur sa poitrine comme pour nettoyer son âme. Elle regarde Michael. Il ne sourit pas, il ne gagne pas, ils reconnaissent simplement. Maintenant, la vérité a été dite. Michael se redresse mais n'élève pas la voix. À partir de maintenant, on continue avec la vérité et rien d'autre. Le technicien se contente d'acquiescer de la tête, incapable de les regarder dans les yeux. Ses mains tremblent encore sur le clavier sans rien taper. Il ne peut que répéter, presque comme une prière demandant pardon. « J'ai dit pardon ». Camilla ferme lentement le fichier, comme quelqu'un qui referme une plaie ouverte pour qu'elle ne saigne plus. Le curseur disparaît. L'écran revient au menu du couloir. Un bruit lointain de pas de vie s'éloignant des machines qui émettent le même bip que d'habitude ici. Cependant, quelque chose a changé. Ce n'est plus un soupçon, ce n'est pas une intuition, ce n'est pas une possibilité. C'est aussi clair que la lumière froide qui frappe le visage de chacun. Ils ont manipulé le document, et cela est dit, enregistré, vivant. La salle familiale est petite, éclairée par une lumière jaune qui ne réchauffe pas la pièce. L'horloge murale marque le temps en longues secondes, presque cruelles. Karina est assise sur le bord du canapé, ses mains tordant le mouchoir comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Doña Teresa est assise tranquillement sur le côté, son chapelet enroulé si serré autour de ses doigts qu'il lui fait mal à la peau. La porte s'ouvre. Michael entre lentement, sans se presser. Il ne porte plus sa blouse, rien ne masque le poids qui pèse sur ses épaules. Cette fois, il ne reste pas debout. Il s'approche d'elle, tire une chaise et s'assoit en face d'elle, les regardant dans les yeux avec le sérieux de quelqu'un qui porte une vérité trop difficile à dire. Il prend une profonde inspiration avant de parler. Sa voix est basse et claire. Il y a des signes d'activité. Les yeux de Karina s'ouvrent brusquement. Elle a le souffle coupé. Doña Teresa se penche en avant comme si elle n'avait pas compris. Michael reste calme, mesurant chaque mot. C'est peut-être un coma profond, mais ce n'est pas la mort cérébrale. Le silence qui suit est épais et lourd, comme si l'air s'était transformé en béton. Le tic-tac de l'horloge résonne sur les murs, leur rappelant que le monde continue. Mais à l'intérieur de cette pièce, le temps s'est arrêté. Doña Teresa porte sa main à sa poitrine, le chapelet glissant entre ses doigts. Elle serre si fort que les perles laissent des marques rouges. Ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort. C'est une prière silencieuse et désespérée que seul Dieu peut entendre. Karina n'en peut plus. Son corps cède et elle tombe à genoux sur le sol, les mains couvrant son visage. Le mouchoir tombe et elle éclate en sanglots bruyants et déchirants. Mon Dieu, il n'est pas parti, il est toujours là. Il n'est pas parti, il est toujours là. Doña Teresa glisse du fauteuil sur le sol et serre sa belle-fille dans ses bras. Les deux pleurent ensemble, enlacés, mère et épouse, s'accrochant au même fil d'espoir qui semblait perdu. Michael baisse la tête et déglutit, les mains tremblantes sur ses genoux. La décision d'arrêter de répéter, de regarder à nouveau, trouve maintenant un sens dans la réaction de cette famille. Camilla apparaît à la porte, les yeux rougis d'avoir retenu ses larmes. Elle ne dit rien, se contentant de serrer fermement la poignée de la porte comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de tomber. Pendant un instant, tout le monde reste silencieux. Seuls les sanglots étouffés des deux femmes remplissent l'espace. Quelques minutes plus tard, le couloir mène la famille devant la vitre. L'unité de soins intensifs est froide, trop lumineuse, remplie du bruit des machines. La vitre sépare deux mondes. D'un côté,
ceux qui se battent en silence, de l'autre, ceux qui ne peuvent qu'attendre. Sofia est dans les bras de sa mère, ses petits yeux encore gonflés mais alertes. Elle demande à être posée par terre. Karina la pose sur le sol. La petite fille s'approche lentement de la vitre, ses petites chaussures tapant sur le sol. Elle attrape la fine chaîne autour de son cou. C'est le même collier que portait son père. La petite étoile brille timidement sous la lumière. De ses petites mains, elle presse le pendentif froid contre la vitre. Ses lèvres bougent et sa voix sort doucement mais clairement, suffisamment pour percer tout ce qui l'entoure. « Papa, je suis ta petite étoile de l'autre côté. » Le corps de Daniel semble immobile, mais lentement, comme si c'était impossible, une seule larme coule du coin de son œil, le long de sa peau, et disparaît dans le masque à oxygène. Camilla couvre sa bouche de sa main, le sanglot s'échappe de manière incontrôlable. Ses jambes faiblissent. Michael, voyant cela, agrippe fermement la barrière du lit, ayant besoin de soutien pour ne pas tomber, sa poitrine explosant en silence. Doña Teresa se couvre le visage de ses mains, le chapelet suspendu entre ses doigts. Karina serre Sofia dans ses bras par derrière, tout son corps tremblant, et dans ce moment suspendu, il n'y a plus de protocole, de signature ou de rapport, seulement une vérité brute. Un père répond encore à la voix de sa fille. Une seule larme en dit plus long que tous les papiers scellés à l'extérieur. Tout le monde retient son souffle. Le cœur de Daniel insiste pour montrer qu'il est toujours là. L'hôpital, qui a toujours semblé être un lieu aux couloirs interminables et au silence contrôlé, respire maintenant un air différent. Il ne sent plus seulement le désinfectant et le café rassis, il sent aussi la nervosité, la justice qui entre par les portes d'un pas ferme. Il est presque 7 heures du matin lorsque 2 procureurs apparaissent accompagnés de policiers. Le bruit de leurs bottes résonne bruyamment sur le sol, contrairement au pas précipité des médecins. Ils se dirigent directement vers l'unité de soins intensifs, montrant leurs papiers. Il n'y a pas de place pour la discussion. Cette zone est officiellement scellée, dit le procureur d'une voix ferme, en montrant le ruban jaune qui est bientôt tendu sur les portes. Rien n'entre, rien ne sort sans autorisation. Camilla observe la scène de loin, le cœur battant à tout rompre. Elle voit comment il colle le ruban et les papiers, le sceau officiel du bureau du procureur marquant les portes qui, quelques heures plus tôt, renfermaient un secret mortel, désormais gardienne de preuves. Castañeda arrive précipitamment, sa cravate de travers, essayant de se justifier avant qu'il ne l'appelle. « J'étais de garde, c'était une confusion. L'un des procureurs l'interrompt brusquement. « Docteur Castañeda, vous êtes immédiatement démis de vos fonctions. » Il pâlit, la sueur coulant sur son front. Il ouvre la bouche, mais aucune défense n'est convaincante. Les documents parlent plus fort que ses excuses. Urrutia apparaît peu après, sa veste soigneusement repassée, mais le visage dur. Il essaie de garder son ton froid habituel, mais sa voix trahit une anxiété mal dissimulée. Ce n'est pas le moment de faire des drames, des vies sont en jeu. Le procureur plus âgé s'approche et pose les papiers sur la table en métal. « Docteur Urrutia, vous êtes accusé de falsification de documents et de tentative d'homicide. » Les mots résonnent dans la pièce. Camilla se couvre la bouche avec la main. Michael ferme les yeux un instant. Urrutia essaye de réagir, mais son masque de maîtrise se fissure. « C'est absurde. Je voulais juste que le processus avance, sans retard, sans manipuler les tests, sans falsifier les signatures, » répond fermement le procureur. « Ce n'est pas de la précipitation, docteur, c'est un crime. » Doña Teresa et Karina, appelées pour l'accompagner, sont assises dans le couloir. Elles ont entendu chaque mot. La mère serre le chapelet si fort qu'une des perles se casse. Karina regarde le sol, les larmes coulant, mais maintenant mélangées à un soulagement difficile à expliquer. Les témoins sont appelés un par un. Le technicien EEG arrive, le visage pâle, mais parle d'une voix tremblante. Ils l'ont modifié. J'ai vu qu'ils l'ont modifié. Ils me l'ont demandé et j'ai obéi. Je suis désolé. Camilla, son téléphone portable à la main, remet l'enregistrement. Le procureur appuie sur « Play ». Les aveux résonnent dans la pièce lumineuse, ne laissant aucune place au doute. Le silence qui suit est total. On entend aussi Michael. Ses mots sont brefs mais fermes. Il n'y avait aucune certitude. Je l'ai suspendu parce que la précipitation ne peut pas l'emporter sur la vérité. Les documents sont rassemblés, chaque page marquée, chaque signature enregistrée. Tout le secteur est mis en garde à vue. Aucun clavier n'est touché, aucun tiroir n'est ouvert sans être enregistré. Pour la première fois au cours de cette longue nuit, l'hôpital se plie à la loi. Castañeda baisse les yeux, vaincu. Urrutia essaie de garder son attitude, mais ses épaules s'affaissent. Les mots de la défense disparaissent. Doña Teresa se tient à l'arrière.
les observant et murmurant doucement. La justice, c'est aussi la vie. Et pour la première fois depuis des heures, Michael respire sans avoir l'impression que l'air pèse une tonne. Ce qui était caché est maintenant exposé. Ce qui était un mensonge est maintenant scellé comme preuve. La nuit qui a commencé dans le froid se termine avec l'hôpital divisé entre la douleur et l'espoir, mais à travers la porte marquée d'un ruban jaune, une vérité ne peut plus être effacée. Le temps, à l'intérieur de l'unité de soins intensifs, ne s'écoule pas comme dans le reste du monde. Les heures s'écoulent lentement, lourdement, rythmées par le bip-bip des moniteurs. L'air est froid, ça sent le désinfectant, et chaque machine semble observer en silence. Karina se tient près du lit, la tête baissée, tenant la main de Daniel entre ses deux mains. C'est une grande main, encore chaude mais immobile. Elle passe lentement son pouce sur les veines du dos de sa main, comme si elle pouvait le réveiller avec sa caresse. Ses yeux sont rouges, mais elle n'a plus de larmes, seulement de la fatigue et de l'attente. Sofia est debout, appuyée sur un tabouret que Camilla a apporté. La petite fille est trop petite pour cette scène de tubes et de câbles, mais elle reste ferme. Le collier en forme d'étoile bouge sur son cou. Elle regarde le visage de son père comme si elle regardait un géant endormi. « Papa ?» dit-elle doucement, presque comme un secret. « C'est moi. » Elle serre si fort qu'elle retient son souffle. Elle se penche, touche le bras de son mari et parle entre deux sanglots étouffés. « Mon amour, si tu m'entends, fais-moi un signe, n'importe quel signe. » Le silence semble éternel. Seuls les bruits des machines remplissent l'espace. Camilla, debout derrière eux, pose sa main sur sa poitrine, souffrant intérieurement. Michael observe en silence, debout dans l'embrasure de la porte, craignant d'y croire trop. Puis soudain, presque imperceptiblement, quelque chose se produit. Les doigts de Daniel, qui jusqu'alors étaient inertes, bougent. C'est un mouvement lent, faible, mais réel. Son pouce appuie légèrement sur la main de Karina. Elle le sent et halète. « Docteur, docteur !» s'écrie-t-elle, la voix brisée. « Il a bougé, il m'a serré la main. » Michael court vers le bord du lit et regarde de près. Le corps est toujours lourd, sa respiration est maintenue par des machines, mais là, dans la main droite, il y a une réponse, lente, minime, mais claire. « C'est une réponse motrice, » dit-il, essayant de garder la voix calme, même si ses yeux brillent. Ce n'est pas un réflexe, c'est la vie. Sofia, les yeux grands ouverts, prend le collier sur sa poitrine et le touche doucement dans la main de son père. « Papa, réveille-toi, je dois encore te montrer ma danse. » Les lèvres de Daniel ne bougent pas, ses yeux restent fermés, mais sa main serre à nouveau, un peu plus fort. Karina fond en larmes, mais cette fois, ce sont des larmes différentes. Elles ne sont pas dues au désespoir. Elles sont dues à un pur espoir, né d'un geste trop infime pour être inventé. Il m'a entendu. Il m'a entendu. Doña Teresa, qui était entrée silencieusement derrière elle, se couvre le visage des deux mains et remercie à voix haute. « Merci, mon Dieu, merci. » Camilla ne peut plus retenir ses larmes. Elle s'appuie contre la vitre de la fenêtre de l'unité de soins intensifs, sanglotant doucement. Michael prend une profonde inspiration, mais parle lentement, en tant que médecin et en tant qu'homme. Ce n'est pas un miracle de cinéma, c'est petit, c'est réel. Et c'est la vie dans cette chambre froide, pleine de câbles et de machines. Le moindre geste d'un doigt serrant une main vaut plus que n'importe quel rapport, plus que n'importe quel diagnostic. C'est la preuve silencieuse que la vie, bien que blessée, insiste toujours pour rester. Karina quitte lentement l'unité de soins intensifs, comme si elle portait un verre rempli à ras-bord. Ses mains tremblent dans ses paumes. Elle sent encore le poids de la main de Daniel, cette légère pression qui a tout changé en elle. Elle s'appuie contre le mur, ferme les yeux et respire. Doña Teresa arrive juste derrière elle, le chapelet enroulé 2 fois autour de ses doigts pour se soutenir. Camilla apparaît un peu plus loin, discrète, respectant l'espace de quelqu'un qui a besoin de parler sans public. Michael arrive à la fin, sans pause, juste présent. Il reste aux côtés de Karina mais ne la touche pas. Il attend, laissant le silence parler en premier. Karina ouvre les yeux, encore humides. Sa voix est faible et rauque, mais suffisamment ferme pour ne pas se briser dans l'air. « Docteur », dit-il en déglutissant, « je dois dire quelque chose de la bonne manière. » Michael fait un demi-pas, sans jamais quitter Karina des yeux. « Je suis là, tu peux parler. » Elle regarde sa mère, cherche de la force, puis se retourne vers lui. Le mouchoir froissé est sur son poignet, humide. Karina tient le tissu comme si elle serrait son propre courage. « On a dit oui », commence-t-elle lentement, « parce qu'on croit que le don est un véritable acte d'amour. On y croit. Mais aujourd'hui, j'ai compris quelque chose, dit-elle. Pause. Si un jour si ça arrive vraiment, on fera le don. »
mais avec certitude, avec respect et au bon moment. Les mots restent suspendus dans l'air, lourds et beaux. Doña Teresa ferme les yeux et fait le signe de croix. Un long soupir s'échappe, petit mais plein de sens. « C'est ça », murmure la mère, presque sans voix, avec sincérité. Michael sent sa poitrine se détendre. Il ne revient pas sur sa parole, il tend juste la main lentement, sans envahir. Karina hésite une seconde et lui tend la sienne. Ses doigts sont froids, les siens sont chauds. La poignée de main est simple, sans force, sans promesse qui ne peut être tenue. « Merci », dit-il doucement. « Merci pour ce oui. C'est toujours de l'amour aujourd'hui et pour toujours, et je traiterai cet amour comme il le mérite, avec respect et temps. » Karina se mord la lèvre et une larme s'échappe. Elle rit brièvement, triste et belle à la fois. Elle sait ce qui fait le plus mal. Elle demande, en regardant le sol. Dire qu'on a presque confondu la précipitation avec l'amour. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, répond Michael avec fermeté et douceur. L'amour n'a pas peur d'attendre. Camilla essuie le coin de son œil avec le dos de sa main, en essayant de ne pas attirer l'attention. Elle fait un pas en avant et dit d'une voix délicate. « Tu as été très courageux aujourd'hui. » Karina se tourne vers elle et la remercie d'un petit geste, puis regarde à nouveau le médecin. « Je ne sais pas ce qui va se passer demain, je ne sais rien, mais je sais ce que nous sommes. Je sais ce qu'est Daniel. » Elle serre un peu plus fort la main de Michael. « Si un jour Dieu l'emporte vraiment, et seulement s'il l'emporte vraiment, il continuera à se battre pour sauver ceux qui l'attendent, mais de la bonne manière, de manière honnête, car la vie n'est pas du papier, ce sont des personnes. » Doña Teresa s'approche de sa fille et pose sa main sur son dos comme une aile. « Ton père t'écouterait, ma fille, » dit-elle doucement. « Il a toujours choisi la bonne voie, même si c'était la plus difficile. » Karina expire lentement. Le collier en forme d'étoile de Sofia bouge sur sa poitrine, suspendu maintenant à son propre cou, comme pour lui demander de se souvenir du chemin. « Je ne vais pas regretter notre oui, » ajoute-t-elle en regardant Michael. « Je vais juste changer la façon dont je le dis. Oui, ce n'est pas de la précipitation, c'est de l'attention. » Michael incline respectueusement la tête et je vais garantir cette attention. Parole de médecin. Elle lâche lentement sa main comme si elle rendait un objet précieux. Ton oui n'a pas été utilisé. Il a été conservé comme il se doit. Le couloir résonne à nouveau doucement du bruit des machines. Un chariot grince en passant. Quelqu'un rit nerveusement en arrière-plan et le rire s'éteint rapidement. Ici, le temps est différent. Ici, ce qui compte, c'est ce qui a été dit. Camilla s'appuie contre le cadre de la porte, comme pour sceller ce moment sans gêner. Doña Teresa embrasse le chapelet et le range dans la poche de son tablier. Karina regarde une nouvelle fois la vitre. À l'intérieur, le corps qu'elle aime reste immobile, entouré d'une lumière froide, de tubes et de petites promesses. Elle porte sa main à sa poitrine et serre la petite étoile. Elle ferme les yeux et murmure, presque sans voix. « On t'attendra, mon amour, on t'attendra. » Personne n'ajoute quoi que ce soit. Ce n'est pas le moment des discours. C'est le moment de laisser les choses à leur place. Et pour la première fois depuis longtemps, les choses semblent s'intégrer dans le silence qui règne. Quelque chose s'installe à l'intérieur. Il n'y a pas de feu d'artifice, pas de musique forte, juste une compréhension claire. Donner, c'est toujours aimer. Pas de tricherie, pas de raccourci, pas de précipitation. Aimer avec certitude, respect et au bon moment. Et ça, c'est déjà la vie. Les semaines suivantes transforment l'hôpital. Là où régnait auparavant un silence complice, on entend désormais des pas fermes, des dossiers dans les mains, des gens qui vérifient chaque détail. Les couloirs, habitués à garder des secrets, doivent faire place à la vérité. Ils sortent les rapports des tiroirs et les relisent, ligne par ligne. Chaque signature est vérifiée, chaque test est revu, chaque cas suspect est examiné. Ce qui semblait autrefois routinier devient une enquête. Les ordinateurs qui stockaient des fichiers modifiés sont maintenant vérifiés. Des gens sont appelés à témoigner et pour la première fois, ceux qui travaillaient dans l'ombre doivent répondre à la lumière du jour. Michael se promène de pièce en pièce, un cahier à la main. Il n'a plus l'air de quelqu'un qui fait juste son boulot. Il a une nouvelle mission. Quand la direction décide de créer un comité d'éthique, il n'y a aucun doute sur qui doit le diriger. Il accepte sans discours, sans fête, avec juste une petite phrase. « Plus jamais ça. Il y a d'un si. » Camilla se tient à ses côtés et signe en tant que vice-présidente du comité. Son visage montre un mélange de fierté et de peur, mais elle est sûre que ça en vaut la peine. Et l'hôpital, qui semblait trop lourd, se dote d'un nouveau symbole dans le couloir principal, une simple affiche avec de grandes lettres qui disent «
La transplantation, c'est la vie. La vérité d'abord. Les gens s'arrêtent pour la lire. Les infirmières sourient discrètement. Les patients touchent doucement le papier comme s'ils avaient trouvé un vote de confiance. Pendant ce temps, dans la zone de rééducation, la vie avance lentement, pas à pas. Daniel se tient debout, appuyé sur un déambulateur, son corps encore faible, sa jambe tremblant à chaque pas. Le kinésithérapeute l'encourage mais ne le force pas. C'est lent, c'est difficile. La sueur coule sur son visage, mais ses yeux brillent. Karina marche à ses côtés, portant une serviette et de l'espoir. Chaque fois qu'il fait un pas, elle serre les lèvres et retient ses larmes jusqu'à ce qu'un rire s'échappe à travers ses larmes. « Tu y arrives, mon amour, tu reviens. » Doña Teresa observe depuis sa chaise, le chapelet enroulé dans sa main. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une demande. Aujourd'hui, c'est une gratitude silencieuse. Ses yeux suivent chaque geste et sa bouche murmure doucement. « Merci mon Dieu, merci. » Sofia traverse la pièce en courant, un crayon à la main. Elle se place devant le tableau blanc et commence à dessiner avec énergie, remplissant l'espace de couleurs. Les traits sont simples mais pleins de vie, un grand soleil jaune avec des rayons épais s'étendant sur toute la surface. Elle écrit du mieux qu'elle peut, de manière bancale mais belle. « Papa », le soleil se lève. Daniel s'arrête, regarde sa poitrine qui monte et descend, fatigué par l'effort. Il tend lentement la main et serre le doigt de sa fille. Un petit geste qui signifie tout pour lui. Karina se couvre le visage avec la serviette et rit et pleure en même temps, un mélange de douleur et de joie. Sofia se jette dans les bras de sa mère, lui montrant le soleil sur le tableau comme s'il s'agissait d'un trophée. Doña Teresa ferme silencieusement les yeux et presse le chapelet contre son cœur. Elle n'a pas besoin de dire quoi que ce soit, et dans ce moment simple, au milieu des crayons de couleur, de la sueur et des larmes, la vie se montre telle qu'elle est, vraiment, fragile, lente, mais tenace. Ce n'est pas un miracle instantané, c'est le soleil qui se lève après la plus longue des nuits. Le soir tombe sur l'hôpital. Les couloirs autrefois bruyants semblent maintenant respirer plus lentement, comme si même les murs avaient de besoin de repos. Michael se dirige vers la salle de rééducation, le pas lent, la tête encore lourde du poids de tout ce qu'il a vécu. Il trouve Doña Teresa appuyée contre le cadre de la porte, regardant son fils terminer une autre séance. Daniel est assis, fatigué mais vivant, et ça suffit. Elle s'approche lentement de lui, le chapelet toujours dans ses mains, maintenant posé dans la poche de sa robe. Doña Teresa attrape fermement le bras de Michael, comme s'il s'agissait d'un membre de sa famille. Ses yeux, remplis de larmes, brillent sous la lumière jaunâtre du couloir. « Docteur », sa voix est faible mais pleine de force. « Vous avez sauvé mon fils 2 fois, de la route et des mensonges. » Ces mots transpercent le cœur de Michael. Il baisse les yeux et déglutit péniblement. Pendant un instant, il semble trop faible pour répondre. « J'ai failli échouer », dit-il d'une voix brisée, presque dans un murmure. « J'ai failli me laisser emporter par la précipitation. » Doña Teresa serre son bras encore plus fort, non par colère, mais avec la profonde gratitude d'une mère. « Mais vous ne vous êtes pas laissé emporter complètement, » dit-elle avec fermeté. « Tu as tenu bon. Et parce que tu as tenu bon, il est là. » Michael regarde dans la classe et voit Daniel essayer de sourire à Sofia, qui dessine un autre dessin au tableau. Il prend une profonde inspiration et esquisse un petit sourire à Doña Teresa, qui lâche son bras, mais son regard reste. Un regard qui n'a pas besoin de mots. Quelques jours plus tard, le bureau du directeur est rempli de voix et de papiers. L'ambiance est sérieuse, mais il y a quelque chose de nouveau dans l'air, un sentiment de changement. Les directeurs médicaux et les coordinateurs sont réunis autour d'une table. Michael parle peu, présente, explique, insiste sur l'idée qui porte désormais le nom correct, protocole. Camilla, double examen indépendant, test répété, famille toujours présente. Il résume, c'est simple, c'est juste, c'est le moins qu'il mérite. La proposition est adoptée sans délai. Le poids de l'histoire est encore trop récent pour que quiconque s'y oppose. Le protocole devient la règle. À la fin de la réunion, un membre de l'administration demande la parole. Il se lève et se dirige vers Camilla. Elle essaie timidement de se cacher derrière un dossier, mais n'y parvient pas. Tout le monde la regarde. « Infirmière Camilla », annonce le directeur d'une voix solennelle, au nom de tout l'hôpital, « nous vous remercions pour votre courage. » Il place une petite boîte dans ses mains. Camilla l'ouvre lentement et trouve à l'intérieur une broche en argent en forme d'étoile simple, délicate, mais pleine de sens. Le silence envahit la pièce. Camilla regarde la broche et sent ses yeux se remplir de larmes. Elle passe son doigt sur le métal brillant, puis l'épingle à sa blouse. Elle ne peut rien dire. Elle se contente de hocher la tête, en pleurant doucement.
timidement. Michael, de l'autre côté de la table, la regarde avec une fierté contenue. Il ne l'applaudit pas, il n'en a pas besoin. Il lui relève simplement le menton et la regarde dans les yeux. Et dans ce regard, Camilla comprend que son courage n'a pas été vain. La petite étoile brille sur sa poitrine comme une promesse. Plus jamais de mensonges, toujours la vie, toujours la vérité. Michael est seul dans la loge de l'hôpital. Le silence y est différent, presque pesant, seulement rompu par le goutte à goutte d'un robinet mal fermé. Il est assis sur un banc en bois, toujours vêtu de sa blouse, la tête baissée, les mains posées sur les genoux. Son corps fatigué semble réclamer du repos, mais son esprit est trop éveillé. Son regard est perdu dans le vide, mais à l'intérieur, une scène revient sans cesse, toujours la même. Le scalpel à la main, la coupure sur le point d'être faite, et soudain l'impossible. La main de Daniel qui se lève, chaude et forte, agrippant son bras, ses ongles s'enfonçant dans sa peau, le son guttural qui sort de sa gorge. Vivant, Michael prend une profonde inspiration et porte sa main à son propre bras comme s'il en ressentait encore la pression. Ce n'était pas une illusion, ce n'était pas un simple réflexe. C'était la vérité qui apparaissait là où personne ne peut la cacher, dans la peau. Il ferme les yeux et revit ce moment, le choc, la peur, le silence dans la pièce, seulement le bip lointain, Camilla qui pleure, Urrutia qui essaye de le couvrir, et lui, paralysé, réalisant que la frontière entre la vie et la mort est bien plus mince que ne peut le montrer n'importe quel rapport. Une larme s'échappe sans prévenir. Il l'essuie rapidement, mais ne peut cacher le tremblement de sa respiration. Ce qui l'a empêché de commettre une erreur, ce n'était pas un manuel ou un protocole. C'était seulement cette main, ce toucher impossible qui a démantelé tous les mensonges et rétabli la vérité. Il se lève lentement et fait face au miroir brisé dans le vestiaire. Le reflet montre un homme fatigué mais pas vaincu. Sa voix est basse, comme s'il parlait aux fantômes qui le hantent encore. Ce n'était pas un miracle tiré d'un roman, c'était vrai. Il ferme les yeux un instant, prend une profonde inspiration et conclut avec fermeté. Le don sauve des vies, mais seulement lorsqu'il y a certitude, lorsqu'il y a respect. Les mots restent suspendus dans l'air comme un serment sur le mur du couloir. Alors qu'il s'en va, la nouvelle enseigne de l'hôpital lui fait face avec ses grandes lettres. La transplantation, c'est la vie. La vérité d'abord, dit-il en passant sa main sur le papier, comme pour se le confirmer à lui-même. Dehors, le matin s'est déjà levé, et avec lui la promesse que plus jamais un oui ne sera confondu avec la précipitation, car le vrai don est amour, et l'amour ne vit que là où il y a du respect. La table est petite, faite de bois usé par le temps mais plein de vie. Sur celle-ci, l'odeur délicieuse du riz blanc fraîchement cuit, des haricots qui mijotent dans le pot en argile et des tortillas empilées dans un torchon. Pas de luxe, pas de fioritures, juste de la nourriture chaude et de l'affection sincère. La fenêtre ouverte laisse entrer l'air de la nuit mêlé au bruit lointain des enfants qui jouent dans la rue. Daniel est assis au bout de la table, appuyé sur un coussin posé sur la chaise pour rendre son corps plus confortable, pour soutenir son corps encore faible. Ses mouvements sont lents, mais son regard est vif. Il observe tout comme s'il essayait de se souvenir de chaque détail, comme s'il avait soif des choses les plus simples de la vie. Sophia court pieds nus dans la pièce en riant, ses nattes rebondissant. Elle demande le silence, mettant son doigt sur sa bouche comme si elle était une grande artiste sur le point de monter sur scène. Tout le monde obéit en souriant. Elle se tient au milieu de la pièce, les bras ouverts. Elle commence à montrer les pas de danse qu'elle voulait tant apprendre. « Regarde, papa !» Elle tourne lentement, trébuche un peu, mais se redresse immédiatement. Ses pieds frappent le sol, ses bras se lèvent, et la petite étoile autour de son cou bouge comme si elle dansait aussi avec elle. Daniel porte sa main à son visage en riant doucement. Le rire se mêle à un soupir, un rire fatigué mais plein de fierté. C'est ma petite étoile, parfaite car. Ina, appuyée contre l'évier, rit les larmes aux yeux, s'essuyant les mains sur son tablier. Doña Teresa, assise à côté de lui, tient son chapelet, mais cette fois-ci, elle ne prie pas. Elle se contente de regarder avec un sourire serein, comme si elle rendait grâce en silence. À ce moment-là, la porte s'ouvre. Michael et Camilla entrent discrètement, mais leur présence remplit la pièce. Ils n'arrivent pas en tant que médecin, mais en tant que membre de la famille. Michael porte une petite boîte dans ses mains. Camilla sourit timidement, les yeux brillants. « Bonsoir ». Michael parle doucement, comme s'il demandait la permission. « On a apporté quelque chose ». Daniel lève la tête avec curiosité. Karina s'essuie le visage et les invite à s'asseoir avec eux. « Asseyez-vous avec nous, s'il vous plaît ». Camilla ferme lentement la porte.
Michael s'approche de Daniel, pose la boîte sur la table et l'ouvre lentement. À l'intérieur, il y a une chaîne simple et fine et une petite étoile en argent neuve qui brille sous la lumière jaune de la cuisine. Il regarde Daniel dans les yeux d'une voix ferme mais émue. « C'est pour toi, pour quand tu seras fort. » Daniel prend une profonde inspiration, la gorge serrée. Il touche l'étoile du bout des doigts tremblants. Le métal est froid, mais ce geste le réchauffe de l'intérieur. Les larmes lui montent aux yeux, mais il ne détourne pas le regard. « Merci, vraiment. » Sophia court et attrape la main de son père. « Papa, maintenant tu as 2 étoiles, moi et celle-ci, dit-elle en riant. Camilla sourit et se couvre la bouche avec la main pour ne pas pleurer. Michael, si fort, détourne le regard un instant, essayant de retenir ses émotions. Sur cette table simple, avec du riz, des haricots et des tortillas, il n'y a pas de luxe, mais il y a quelque chose de plus grand. La vie qui est revenue, une famille réunie, une promesse tenue. Et au milieu de tout cela, la nouvelle petite étoile repose sur la table. Un petit symbole qui brille comme s'il était capable de contenir toute la vérité de cette nuit. La certitude que l'amour, le respect et le bon timing sont le seul moyen de sauver des vies. La famille a dit oui à la vie, et vous auriez arrêté le scalpel. Si cette histoire vous a ému, dites-moi dans les commentaires. Qui vous a le plus touché? Le médecin, la femme, la mère ou la petite fille? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire forte sur la vie et l'espoir.